La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. Rêver de train, manger du vin, raviner ma viande au ralenti. À la fraîcheur des friches, à la périphérie. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Ma gueule a les mêmes rigoles, mon corps a les mêmes galeries. Mal étayé, mal éclairé, mal équarri. Faut que je me range, faut que je me plie, que je suive des conseils, que je prenne des avis, que je fasse comme si, mais pas de suite, que je fasse comme si, mais pas de suite. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Plus je creuse la question, plus je fraye avec la fuite. Mes pères ne m'ont rien appris, mais il n'est que 8h30. Le jeudi, souvent je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Et la poésie, c'est jeudi, et c'est sur les ondes de Radio Coteau, Radio Fil de l'Eau, présenté par Isabelle Fouillet. Bonjour. Bonjour, bonjour Kevin, Radio Fil de l'Eau. Ravi que cette émission soit diffusée sur ces deux belles radios que j'adore particulièrement. Et nous recevons aujourd'hui un poète que j'aime particulièrement aussi, et il s'agit de Marc Tison. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à vous deux. Bonjour Marc. Bienvenue Marc Tison. Nous l'avions reçu à la Poésie c'est jeudi sur Radio Coteau il y a déjà un peu plus d'un an, me semble-t-il. Hein, Marc, c'est ça, hein? Ouais. Voilà, Marc Tison, donc, qui est avec nous aujourd'hui et que tu ne connais pas, Kevin, enfin que tu as aperçu l'autre jour dans notre émission. On a quand même fait une émission d'1h30 Oui, c'est ensemble. vrai. Il y avait plusieurs invités. Ah, mais t'as pas tout je vu me chez rappelle. Marc Tison. Ah ben non, forcément. Marc Tison est né à Denain, ville de conscience politique, de poésie industrielle, de rock'n'roll. Il vit maintenant dans le sud-ouest, je ne dis pas où. Chanteur de rock, directeur de salle ou manager d'artistes, son parcours professionnel et humain du nord au sud de la France est lié depuis 30 ans aux musiques dites actuelles. Il a toujours écrit comme, maintenant un peu plus que 30 ans en effet, puisque cet ouvrage date déjà de quelques années, publié, il a toujours écrit comme un exercice salutaire et d'engagement. Et effectivement, c'est bien ce que je connais de Marc Tison, cet engagement qu'il a et ce qui est dit aussi de lui sur ce parcours humain. Voilà, un homme plein d'humanité. Je l'ai connu à travers son ouvrage aussi Manutention d'humanité, qui est paru aux éditions Arcane 17 et c'était en quelle année, Marc? Ou 2009 ou 2010, je pense, un truc comme ça. Et est-ce que c'était ton premier recueil, celui-ci? Ou est-ce qu'il y en avait eu d'autres avant? Outre les revues, on abordera aussi ce sujet des revues poétiques. J'avais fait quelques petits recueils entièrement autoproduits et à la main, voilà. Mm-hmm. Ça a été le premier recueil dans une maison d'édition digne de ce nom. Ouais.
Effectivement, Voilà. il y a énormément de textes avant dans beaucoup de revues différentes. Oui, c'est vrai on va. Tu m'y feras penser si jamais j'oublie, sait-on jamais. Mais effectivement, aujourd'hui, le poète, outre les publications de recueils qu'il peut avoir, est également publié dans des revues souvent. Et ce que soulignait Alice Baillac déjà lors de la dernière émission, et on va en reparler avec toi, notamment de la revue Vol. Hein, Entre autres, ouais. hein, entre autres. Hein. Alors, Marc Tison, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a écrit Des nuits au mixeur. Alors ça, c'est donc chez La Chienne Édite, Ouais. collection Nonos. Voilà, exactement. Hein, on ne peut pas le rater. Ensuite, il a écrit Abribus pour l'Exode aux éditions Citron Gare, ça c'était avant. Ouais. Et le tout petit dernier qui vient de paraître toujours chez La Chienne Édite dans la collection Nonos, c'est L'affolement des courbes. Voilà. Il y a eu quelques-uns entre-temps qui étaient des tout petits recueils, des plus petits recueils, qui sont parus à des éditions totalement indépendantes. Voilà. Oui. Et dans tous ces ouvrages, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Oh non, je suis assez incapable de dire que je préfère un ouvrage ou un autre. Il y a des textes qui me reparlent plus souvent. Oui. Voilà, même des très anciens, d'autres qui sont moins présents. Non, il n'y a pas de préférence. Après, dans le travail d'écriture, il y a des choses qui changent et qui évoluent. Alors, c'est toujours un peu délicat pour moi quand je lis des textes que j'ai pu écrire ou faire paraître il y a 10, 15, 20 ans ou 30 ans, en me disant je le réécrirais bien, par exemple. C'est pour ça qu'il y a parfois des textes. Il y a, je crois, 3-4 textes dans les différents recueils qui ont un titre et c'est marqué remix. Voilà. Ah, oui. Marc, que je fasse des remixes de mes propres textes. Voilà. Et alors, Marc, est-ce que le rock'n'roll influence ta poésie? D'abord, qu'est-ce que le rock'n'roll? Le plus intéressant dans le rock'n'roll, c'est surtout le n-roll. Ah, oui. Et le n-roll, c'est ce qui fait l'envolée lyrique, on va dire. Alors, le rock'n'roll a une place toujours très importante dans mon univers de compréhension du monde ou d'analyse du monde, en tout cas de découverte de ce que peut être les différentes émotions. Mais c'est bien plus large que ce que l'on peut imaginer, le rock'n'roll. C'est-à-dire que le free jazz est très rock'n'roll. J'écoute énormément de free jazz aussi, par exemple, de musique bruitiste ou de chansons, où je lis des livres. Par exemple, là, je suis en train de relire des textes de Bataille, qui n'a pas écrit ces textes quand le rock'n'roll existait. Il les a écrits bien en avant. Très rock'n'roll quand même. Hein, voilà. Oui. C'est très rock'n'roll aussi. Oui. Donc, oui, c'est-à-dire que, en tout cas, dans ma vie, ça a toujours. Moi, c'est quelque chose que je comprends de façon instinctive. Moi, le rock'n'roll, la première fois où j'ai entendu Little Richard, je devais être très jeune, ça m'a paru entièrement normal. Ça m'a fait un bien fou, et j'ai compris tout de suite ce que c'est. Voilà, je me dis, bah oui, c'est ça d'accord. Voilà, je devais avoir, je sais pas, 9 ans ou 10 ans à peine, et ça m'a semblé très naturel pour moi. Voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à écrire? Très tôt, comme le rock'n'roll. Tous les adolescents avec le premier amour, quoi, en gros, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, c'est ça, d'ailleurs. Hein, c'est à 13-14 ans. Premier amour, première poésie, parce que j'avais lu du Prévert et que je trouvais ça très bien, très beau. Ça m'avait enthousiasmé, ça m'avait emmené. J'avais très bien compris aussi ce que ça signifiait. Voilà. Et étonnamment, j'ai continué. Donc, j'ai abordé ça autrement. Et j'ai écrit donc depuis, ça fait très longtemps du coup, j'écris, ça fait plus de 50 ans quand même. Et avec une première partie jusqu'à la fin des années 70 où j'ai eu quelques textes dans des revues. Et ensuite, j'ai écrit que pour moi pendant presque 20 ans, sauf j'ai écrit des chansons parce que j'ai joué dans des groupes. Donc
chansons là, qui existaient, et j'ai écrit toute une série de textes. J'ai cherché pendant très longtemps, et un jour j'ai tout jeté et j'ai écrit et j'ai renvoyé aux revues. Voilà. En gros, c'est ça le parcours d'écriture. Quelle Mais histoire. Tout jeté, je devais avoir je sais pas combien de cahiers, et ça m'a énervé. Et j'ai dit bon allez, on jette tout et on recommence. Et Donc, voilà. tu recommences tout le temps. Voilà, donc ça m'a, oui, mais ça m'a permis de réfléchir à ce que ça signifiait de laisser aller ou d'écrire avec une intention de publier, de montrer aux autres, que les autres en emparent. Je suis revenu un petit peu à ça. Voilà. Donc je l'ai expliqué à un moment dans un texte, après effondrement du moi, par exemple. Voilà. Ouais. Et oui, ça m'intéresse. Ouais, dis-nous ça. Autour de ça, voilà. Avec une grande aventure psychanalytique en même temps, qui est vraiment une des plus belles choses poétiques que j'ai vécues pendant 2 dizaines d'années. Et oui, parce que quand on écrit, si on écrit en sachant que ça va être lu, et si on écrit pour soi, est-ce qu'on écrit de la même manière? Alors, il y a deux approches, c'est-à-dire qu'il y a le fait d'écrire des choses. Alors, j'écris, j'ai plein de papiers. Si on voyait mon bureau, il y a des papiers partout avec des phrases comme ça, des phrases que je travaille. Voilà, parce que moi, c'est un côté recherche aussi, comme ça. Comment on organise les mots, qu'est-ce que ça signifie pour soi, quelle résonance ils peuvent avoir, comment on fait une phrase avec une émotion, voilà, on a une émotion, comment on fait une phrase avec, c'est terrible. On voit un truc, on voit quelque chose que l'on trouve beau ou intéressant ou graphique, comment on l'écrit. Donc ça, c'est une partie d'un. Alors, je ne sais même pas si c'est un plaisir, mais c'est une partie d'action naturelle. Il y a des gens qui vont prendre leur appareil photo et qui vont prendre une photo. Moi, j'ai envie d'écrire. Je vois un truc qui me plaît, j'ai envie de l'écrire. Et donc, c'est une partie pour soi que l'on fait pour soi. Et ensuite, on l'organise. Et à un moment, il y a un texte qui apparaît être cohérent en tant que tel. Et voilà, on l'imprime, on le met sur du papier et c'est parti vers le monde, et le monde en fait ce qu'il veut. Voilà. Ça, c'est la seconde partie de la démarche, mais on n'écrit pas toujours avec l'idée de finir un texte pour les autres, quoi. Moi, pour le monde. Je me souviens que tu avais dit un jour, on ne peut pas écrire n'importe quoi, il y a une notion d'engagement dans ce que l'on fait. Je ne sais pas si tu te souviens m'avoir dit ça. D'ailleurs, Kevin, on pourrait peut-être écouter ce petit extrait qui s'appelle J'engage, et je vous en parle ensuite. Engagement, engagement, je m'engage dans l'engagement, je m'engage l'engagement. J'engage avant tout ma main dans la tienne. Et voilà, un très court extrait de J'engage, car c'est un texte qui fait tout de même quelques pages. Et c'est aussi comme ça que j'ai connu Marc Tison. C'était à la Cave Poésie, il y a quelques années de cela déjà. Marc Tison était avec un mégaphone sur la scène, il était en duo, accompagné d'Éric Cartier. Je me souviens, moi j'ai 3 reliques, j'ai 3 pages du texte, parce que vous balanciez les feuilles du texte en même temps. D'ailleurs, je me suis permise de le lire à quelques reprises dans des endroits différents avec ton autorisation, Marc. Ce texte m'avait vraiment percuté. J'engage avant tout ma main dans la tienne, avec, on verra si on a le temps peut-être, dans des confusions certaines et sublimes des soirs de beuverie, l'avenir intérieur s'y dessine. Je m'engage à regarder avec engagement les gens qui regardent ailleurs pourtant, etc., etc. Et donc, ce j'engage qui est dans le recueil des manutentions d'humanité. Comment il est venu ce texte de j'engage, je m'engage et j'engage avant tout ma main dans la tienne?
Sur la question de l'engagement, est-ce que c'est l'engagement politique? Est-ce que c'est l'engagement d'une personne aussi, aussi moyenne ou anonyme que moi, parce que j'ai très peu de pouvoir? Est-ce que ça signifie de l'engagement pour des valeurs qui me touchent et qui m'animent? C'est-à-dire que quand je regarde le monde, il me touche, je réagis, il me concerne. Voilà, il y a des. Donc, comment moi je peux, dans aussi le travail d'écriture, qu'est-ce que ça veut dire aussi quand je me propose de le proposer aux gens? Quel engagement c'est et quel est le premier geste qui me vient? Le premier geste qui m'est venu, c'est de dire je m'engage avant tout à être avec l'autre, donc j'engage avant tout ma main dans la tienne, si tu l'acceptes. Moi, je veux dire, je force personne. Et il y en a, bon, je sais qu'ils ne seraient pas très contents de prendre qui n'ont pas vraiment envie de prendre ma main, mais ce n'est pas gênant. En tout cas, moi, je leur dis ça. Je leur dis ça. Voilà. Après, chacun choisit de parler, de discuter, d'accepter les différences. Voilà, c'est venu vraiment de ça et de cette recherche en plus. Donc, c'est le grand texte qui ouvre Manutention d'humanité, dont le titre est pas innocent. Oui. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Voilà, c'est toujours cette question d'être engagé dans le monde et de défendre des valeurs, mais le premier engagement, c'est de dire aux autres, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des autres, et en tout cas, moi, de dire voilà où j'en suis, voilà ce que je vois. Et avec un parcours, c'est pour ça que il y a énormément d'entrées dans ce texte, puis on en dit quelques-unes, oui, il y en a beaucoup, oui. Qui résument que, en gros, toute la vie, c'est l'engagement de soi. On s'engage physiquement dans les choses, en plus. Moi, en tout cas, je le vis comme ça. C'est-à-dire, même quand j'écris, c'est un geste du corps. C'est le corps qui écrit. C'est pas dénué. C'est-à-dire qu'on utilise les nerfs, quoi. C'est-à-dire, si on prend un stylo, on utilise nos nerfs. Si on tape à la machine, c'est le corps qui écrit. Voilà. Et d'ailleurs, tu écris au stylo ou tu tapes à la machine direct? Les deux. Les deux. Alors, ouais, les process peuvent être que j'ai une espèce de phrase que j'ai mis sur un bout de papier que j'ai du mal à relire. Et ensuite, je le tape au clair, je l'imprime et après, je recorrige. Voilà, ça peut durer des années. Et Kevin, alors ça ne te suggère pas de questions, tout ceci? Si. Tout à l'heure, Marc, tu as parlé de tes émotions et de l'écriture, et je me demandais si un écrit qui te vient avec une émotion, s'il doit être retouché ou au contraire si tu le laisses le plus naturel possible. Non, je l'interroge, je l'analyse, je le fouille au fond, je vais voir ce que ça veut dire pour moi. Oui, d'ailleurs, il y a un texte que je vous lirai, peut-être un texte très récent. Peut-être maintenant, qui exprimerait ça, tu veux dire? Oui, le début, parce que c'est... Parce que nos auditeurs, ils adorent les lectures de textes des poètes. Et puis on écoutera aussi, bien sûr, on va écouter d'autres lectures arrangées. Toi, tu appelles ça comme ça souvent, des lectures arrangées. J'adore. Voilà. Donc, ce sont des choses, pour répondre un petit peu à ta question avant de lire le texte, sont une somme de choses qui se télescopent. Et l'émotion, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment, il y a plusieurs phénomènes qui se télescopent et qui remuent les choses. D'ailleurs, ça peut être juste une image et le corps. Est-ce que ça peut rappeler ce à quoi ça a trait dans l'imaginaire, dans mon imaginaire? Et donc, j'essaye de m'arrêter à des moments tellement je peux être surpris par l'émotion pour vraiment à comprendre et l'explorer. J'adore ça. Alors, ce texte, je vous le lis, alors je ne lirai peut-être pas tout parce que c'est une série de trucs. Voilà. Les jours défilent sans que je ne les arrête.
Des fois, j'y arrivais. Ceux-là qui restaient immobiles, je les explorais en évadé du temps social, curieux de leurs recoins, de leurs espaces, comme une ville, comme une forêt, comme une montagne, comme le ciel. C'était l'aventure de soi sans pareil. La mort de David Bowie signifiait-elle la disparition de nos rêves éveillés de résilience? Une poésie infinie semée à l'approche d'un mur dans le fracas mécanique de Kreuzberg. Je n'ai pas la tranquillité du phare stoïque de la pleine lune. J'écris des poèmes de charbon que je frotte sur la peau, le visage et les mains. Pour fondre dans la nuit en guérilla contre les phrases salies de défoliants de mots. L'avartus prodéo sur le sol humifère a dépoussiéré la neige. Alors, j'ouvre au gigantesque l'espace de ma raison. J'ai le corps qui t'appelle. Voilà, c'est un extrait d'un nouveau texte. Donc voilà, quand je dis, il y a un moment, j'arrivais à arrêter les jours pour les explorer. Voilà. Et donc, un nouveau texte qui n'est pas encore publié? Non. Bah, quel honneur, merci. Qui sera publié. Peut-être qu'il y aura beaucoup de différences. Donc, gardez l'enregistrement. Comme ça, vous verrez comment je peux détruire des trucs. Et c'est plutôt rock ou c'est plutôt roll, ça? Alors, je vais vous lire un texte. Je vais me permettre, Marc. Je ne vais absolument pas travailler, bien entendu. Hein, c'est toujours du spontané. Nous sommes en direct et sur Radio Fil de l'Eau et sur Radio Coteau. Ce sont les mains qui suivent la ligne, celle qui paraît sur l'univers blanc et au-dedans, dans la métaphore du cœur, le battement. Parce qu'on ne sait pas où se trouve l'émotion, l'organe d'où envahit l'ensemble. Ce sont les mains qui le disent, en dessin dans l'air, l'affolement des courbes, un contre-jour des bouches qui se frôlent, la jambe qui enlace une taille, le cou, une paume, des doigts et les yeux, le long des horizons qui s'y étreignent, en échange sur les traits de contraste. Ce texte donc qui s'appelle L'affolement des courbes et qui est le titre de ton recueil, ce que tu disais m'a complètement fait penser à ce texte. Donc je me suis dit que c'était très bien pour introduire ce bel ouvrage. J'ai pas encore tout lu parce qu'il y a vraiment une densité de textes et de mots et d'images. C'est toujours un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, différent encore de ces nuits au mixeur que j'avais beaucoup aimé. Kevin, je te vois réagir. Non, je t'écoute. Je me disais qu'il était peut-être temps de faire une pause musicale, mais je me demandais à quel moment j'allais pouvoir te faire cette proposition. Et du coup, Marc, c'est toi qui a amené les choix musicaux pour aujourd'hui. Tu nous en as envoyé 3. Alors, je te laisse choisir lequel des 3 tu veux partager. Dans quelle émotion justement tu es? On va commencer par un peu de... On est encore bien éveillé, donc on va y aller par Saul Williams. Saul Williams, c'est parti. In your fat, you got me on my knees praying for everything you lack. I ain't afraid of you, I'm just a victim of your fear. You cower in your tower praying that I'll disappear. I got another plan, one that requires me to stand on the stage or in the street. Don't need no microphone to beat. And if you hear this song, if you ain't dead, then sing along.
suffering, echinacea buffering. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and her diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth, and liable to disregard every belief. Calling the law, I'm fixing the draw. Allow me to what isn't seen to call up a brawl. Calling them now, cause it's about to go foul. I'm standing on the threshold of the ups and the downs. Call up a truce, because I'm about to break loose. We're taking that, cause I'm breaking out of my noose. I got a list of demands, written on the palm of my hands. I'm on this and you got no where I stand. We live in hand about, you wanna be somebody, see somebody, try and free somebody. Got a list of demands, written on the palm of my hands. I'm on this and you got no where I stand. We live in hand about, hand about. I got a list of demands, written on the palm of my hands. I'm on this and you got no where I stand. We live in hand about, you wanna be somebody, see somebody, try and free somebody. Got a list of demands, written on the palm of my hands. I'm on this and you gon' know where I stand. We live in hand about, hand about. List of Demands, c'est Saul Williams, un choix de Marc Tison, et nous sommes toujours avec Isabelle Fouillé dans l'émission La Poésie c'est jeudi sur Radio Fil de l'eau et sur Radio Coteau, ou plutôt sur Radio Coteau et sur Radio Fil de l'eau, parce que voilà, c'était d'abord sur Radio Coteau. Merci Isa d'avoir accepté nos multiples invitations pour enfin diffuser cette émission. Ça aura été au moins un des points positifs du confinement, de pouvoir travailler différemment. Ouais, on a réussi effectivement à faire cela, puisque moi c'était mon souhait aussi, et que plus c'est diffusé et mieux c'est, que le Gers soit envahi par la poésie. Je vous le souhaite, avec la belle complicité de ces deux radios. Marc, donc nous sommes effectivement avec Marc Tison, pourquoi ce choix musical? Ça rencontre plein de choses. Saul Williams, c'est un des slammers poètes américains et contemporains que j'aime le plus. C'est un des mecs que j'ai vu en concert qui m'a mis la plus grosse claque. Pourtant, j'en ai vu des concerts, des centaines, voire plus, je crois plusieurs milliers. Et ça a été quelque chose d'assez énorme. En plus, moi, c'est vraiment un écrivain contemporain noir américain, un poète noir américain aujourd'hui que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des textes très écrits, des recueils vraiment intéressants. Les paroles de ce que l'on vient d'entendre, elles sont assez claires, et ça, évidemment, ça renvoie à ce qui se passe aujourd'hui aux USA. Voilà. Oui. Voilà. Alors, autre chose aussi, c'est que quand on parle de rock'n'roll, évidemment, moi, j'ai grandi à l'écoute du rock'n'roll et du free jazz, étonnamment. Ça me semble exactement la même chose pour moi. Mais c'est vraiment les musiques noires qui m'ont appris ou qui m'ont accompagné tout au long de mon évolution musicale, de mon monde. Mon monde a toujours été clairement avec les musiques noires, même sans les définir comme ça. Quand j'avais 10-11 ans, la première fois que j'ai acheté un 45 tours de Aretha Franklin, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça, et ça m'a mis une baille monstrueuse, mais ça me semblait très naturel, ça me semblait... voilà, je n'achetais pas de la musique noire, j'achetais ce qui me semblait naturel pour moi. Voilà. Et Saul Williams, quand je l'ai vu et quand j'ai entendu, je me suis senti entièrement en compréhension de ce qui était. Voilà. Je ne vais pas en rajouter des tonnes là-dessus. Merci. De fait, tout de suite, je rebondis sur un des extraits sonores que tu nous as envoyé. Pas d'autre homme que moi. On découvre encore cet univers Marc Tison. Ouais, c'est très beau.
Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi pour nourrir les oiseaux du jardin. Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi pour causer aux voisins. Il n'y a pas d'autre homme que moi pour sauver le monde. Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi pour combattre l'obscurantisme, trier les déchets. Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi pour faire le ménage et advenir la paix. Il n'y a pas d'autre homme que moi. Il n'y a pas d'autre homme que moi dans la volition d'être un homme. Alors moi, Marc, quand j'entends un texte comme ça, ça pose des questions et en même temps, je me demande, est-ce qu'il faut les poser, ces questions? Est-ce qu'on doit demander à un auteur ce qu'il a voulu dire ou est-ce qu'il faut nous aussi se laisser prendre par nos émotions? Oui, c'est la première chose. Hein, c'est la première chose. C'est un. Oui, moi, on peut en parler un peu. C'est pas, il y a aucune pudeur là-dessus. Moi, c'est un texte qui fonctionne sur l'opposition de choses très simples et de choses qui semblent très compliquées. Mais l'idée pour moi, c'est parce que c'est moi qui parle, c'est de dire qu'il n'y a que moi qui peut faire ce que je fais. Il n'y a que moi qui choisis. Donc, il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ce que je dois faire et qui peut faire advenir la paix. Voilà, aussi. Je dois faire mon ménage et faire qu'il y ait la paix dans le monde. C'est pareil pour moi. Ah, ça nous défausse pas à nous alors. C'est pas, je croyais que c'était que toi qui devais le faire. Non, c'est nous aussi, on doit. chacun est maître de ce qu'il fait. Il n'y a pas d'autre homme que moi, tu vois. Voilà. C'est-à-dire, moi, je n'impose rien à personne. Je dis juste ce que je suis. En tout cas, comment je le vois avec toute l'humilité que c'est avec la difficulté de faire tout ça. Faire son ménage, c'est pas facile. Hein. Voilà. Si je veux dire une connerie. À tous les jours, en effet. Ça dépend. Il y a des jours plus que d'autres. Ça dépend. Tout ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais en fin de compte, c'est exactement la même chose. Quand on passe l'aspirateur, eh ben, on peut aussi faire que le monde aille mieux. On peut aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sans prétention, avec humilité. Mais il faut au moins savoir qu'on peut le faire. Il n'y a que soi qui peut faire ça. On est vraiment là encore une fois, sur une notion d'engagement. Marc Tison, c'est vraiment entre émotion et engagement. C'est quand même quelque chose qui te caractérise. C'est parce que le monde est comme ça. Moi, j'ai écrit un texte qui n'est pas fini, mais qui dit je suis
est ridicule, mais aussi je suis la vanité du monde aussi. Je le vis comme ça. Le monde, c'est nous, c'est personne d'autre. Donc, je suis le monde aussi. Donc, c'est pas, c'est-à-dire, ça me pose pas d'effort. Moi, c'est pas difficile pour moi. Très sincèrement, il y a aucune gloire à dire ça. Parce que je vis un peu comme tout le monde. Il y a aucune perfection, mais il y a aucune. Voilà, je n'ai pas plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas une volonté d'engagement en disant on doit s'engager, etc. C'est que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc à partir du moment où on le vit, où c'est naturel, où c'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, je voulais dire quand même que ce que vous avez entendu, c'est quand même une grande première. C'est-à-dire, c'est le premier travail qu'on est en train de faire avec un ami ingénieur du son et concepteur de son. On a été un peu interrompu par le confinement, mais on enregistre toute une série de textes sonores et j'espère bien sortir un 45 tours vinyle avec 4 titres. Ça, c'est au côté rock'n'roll, ça. Super, tiens-moi au courant. De toute façon, je suis activement les actualités de Marc Tison. Et Marc, si nous parlions de l'affolement des courbes, je le rappelle, l'affolement des courbes, donc paru à la Chienne Édicte, collection Nonos. On peut parler de cet affolement des courbes? Oui. D'où vient-il? Comment c'est né tout cela? Alors, il est venu un peu dans la suite de comment je procède depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a un recueil qui sort presque tous les ans. Alors, c'est pas une volonté, mais à un moment, j'ai une somme qui prend une cohérence. C'est-à-dire, dans la somme de ce que j'écris, à un moment, il y a des choses qui se mettent en cohérence. Donc, sur l'ensemble des textes, il y en a qui sont pas en cohérence, qui restent des textes solitaires. Et en reparlant avec mon ami graphiste éditeur de la collection de la Chienne Édite, si tu refais un truc, on le refait ensemble. Je dis, bon, d'accord, allons-y. On retravaille ensemble sur un. Alors, ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'on est sur une autre proposition qu'un livre de poésie classique avec des mots sur une page blanche, c'est qu'il y a un travail d'occupation de l'espace des pages. Donc, c'est une des questions de. Ouais, j'en montre un peu là. Donc, avec un travail graphique, un travail oui, c'est un travail graphique. C'est pas autour de ce que peuvent être les mots et les poésies. Il y a celles que l'on va dire quand on les lit, on va les lire naturellement, mais comment se place toujours cette question, comment se place ta poésie, comment se place ta phrase dans l'espace que l'on occupe. Et pourquoi l'affolement des courbes? Parce que, alors, le texte éponyme que tu as lu, en fin de compte, c'est toujours une question, quelque chose qui m'habite et qui m'appartient, c'est que les certitudes sont faites pour être mises en doute. Donc, voilà, alors déjà, les courbes, alors il y a un côté très, très sensuel là-dedans. Il y a un côté réellement sensuel. Ça, j'en ai pas encore parlé, ce côté-là de toi, en effet. Une question physique encore, c'est le corps. C'est-à-dire que moi, la courbe peut représente c'est l'horizon, c'est ce qui peut définir un univers mouvant et c'est ce qui définit aussi ce que l'on suit. Du regard, de la main, ou même quand on marche sur la terre est courbe. Hein. Donc, et tout ça n'est pas si arrêté que ça. Tout ça a de la sensualité. Tout ça apporte quelque chose de plus tactile, de plus confortable. Et quand ça s'affole, on est pris dans une tempête de sens. Alors, c'est à tous les niveaux, parce que
dans ce recueil, L'affolement des courbes, il y a quelques textes plus sensuels peut-être. Il y a aussi des textes très précis comme sur le marketing, etc. Mais qui par eux-mêmes se tordent un peu, c'est-à-dire perdent leur rigueur, perdent leurs angles droits, quoi. Tu peux nous en lire un texte de L'affolement des courbes, peut-être? Alors, je vais vous lire Oui. Nos attelages. Je l'aime beaucoup. C'est parti, Nos attelages avec Marc Tison. S'attellent pour nous fatigués des chevaux de trait, des bêtes de sentier au pas assuré sur les chemins de pente, les pistes en dévers, des montures qui supportent nos misères sur leurs dos fumants, des dos de force. Maintenant, nos muscles ont fondu, nos humanités s'évaporent, la multitude restreinte du vivant qui nous entoure encore endosse nos faiblesses, maintenant. En enfouissement sous les sourires, les indifférences cachées dans la foule s'obstinent à crever les yeux. L'aveuglement, l'aveuglement, l'aveuglement. Les écrans regardent s'éloigner les enchantements. Au geôlier consenti s'offrent les derniers discernements, nos intimités dépecées en dons. Pourtant, des hackings clando pixelisent l'apparence pourtant. Malgré ici maintenant, des ruptures, fissures des roches. Des femmes, hommes, détournent des trains de banalité lancés à grande vitesse, dans les œillères creusées d'aveuglement, d'aveuglement, d'aveuglement. Des qui soit-il prennent le danger, comme les dernières espèces vengeurs des campagnes de défoliants. S'ouvrent alors des voies. S'éclairent des directions dans l'instant, des passages, des gorges de vertige, nouvellement imaginées, vers le ciel, les nuages, la montagne, les forêts de pins et de chênes délavés, comme sur les photos sépia des siècles précédents, des aquarelles de rosée. Y arriverons-nous à l'enchantement avant l'effacement des mémoires, avant que disparaissent les révélations? Voilà, c'était Nos attelages. Merci Marc. Nos attelages, donc, extrait de ce livre, L'affolement des courbes. Pourquoi tu l'aimes bien, celui-là? Que dit-il de si précieux à tes yeux? J'étais il m'a fait plaisir, il m'a fait du bien à écrire ce texte. Parce qu'il est, il est complexe, peut-être, il est en 3 parties, un peu complexe. Et j'ai pu y mettre quelques petites choses qui m'ont touché dans l'année dernière. J'ai croisé des personnes, des gens qui travaillent sur le genre. C'est pour ça que dans le texte, il y a IEL, hein, la contraction de il ou elle. Je parlais de femme, homme, et j'ai trouvé ces gens extrêmement courageux. J'ai croisé quelques personnes, dont une qui m'a vraiment avec cette personne avec laquelle j'ai pu avoir vraiment des échanges extrêmement intéressants, des dialogues fournis d'une richesse et d'une intelligence, vraiment une très grande intelligence. Et je me suis dit que ces gens-là éclairaient des nouvelles, des nouvelles gorges, des nouveaux horizons, des nouveaux vertiges. Et que dans ces mondes aveuglés, un peu de surinformation constante, de bêtises, etc., il y avait des gens qui réfléchissaient à l'intelligence. Voilà, je vais pas en faire plus. Ça fait du bien. Voilà. Merci. C'est comment la vie d'un poète comme Marc Tison? Ça dépend, en confinement ou en déconfinement? Les deux, mon capitaine. C'est une vie pleine de... oui, donc voilà, j'ai une vie assez classique. Hein. Je travaille toujours un peu dans le domaine de la culture. Je donne des conseils à des gens, j'accompagne des artistes, j'aime beaucoup ça. Je fais mon potager, j'écris, voilà, j'aime, je fais à manger, je regarde le monde, je
je m'en étonne. Et en même temps, je trouve ça merveilleux de vivre. Je trouve ça merveilleux. Je pense que si les gens s'apercevaient combien c'est merveilleux et miraculeux d'être en vie, c'est quand même assez extraordinaire, quand même. Il y a une probabilité, mais vraiment infinitésimale, d'être en vie sur une planète viable, en plus. On serait déjà un petit peu mieux, quoi, si on arrêtait de dire que c'est mieux, si on parlait plutôt d'être bien pendant qu'on vit plutôt que d'être bien après. Il n'y a pas de paradis, ça n'existe pas, le paradis. Non, c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant, peut-être que nous pourrions faire cette pause musicale d'un autre choix de marque que j'aime beaucoup. Alors, vous choisissez entre les 2 titres de Brittany Awards. Moi, j'ai tendance à choisir Stay High. J'espère que Kevin sera de mon avis. C'est ton émission, Isa. C'est toi qui décides. J'ai eu du mal à choisir, mais voilà, ça résonne pour moi et ça, c'est bien en résonance de ce que vient de dire Marc. That you come from me. I just wanna stay high with you. 'Cause where I come from, everybody frowns and walks around with that ugly thing on their face.
Poésie c'est jeudi sur Radio Coteau et Radio Fil de l'eau avec jour, Isabelle Fouillet et Marc Tison, l'invité d'aujourd'hui. Ce morceau là, il regroupe un peu tout. Là. On est bien dans l'affolement des courbes, non? Ouais, il fait du bien. Hein. Moi, j'ai choisi uniquement parce que c'est le genre de morceau qui fait du bien. Hein. Voilà. Je trouve ça très printanier, très léger. Tu vois, je vois bien allongé dans l'herbe là, écouter ça. Très, ah oui, c'est. Le rapport à la musique black soul, moi, c'est un des domaines particuliers. Et juste, ouais, si tu me pardon, Isa. Je t'en prie, cher Kevin. Voilà, la poésie, pour toi, dans la musique, elle se situe où? Est-ce qu'il y a un genre musical qui est poétique plus qu'un autre, ou voire un genre pas poétique du tout? L'émission est assez courte, on est d'accord. Ça dépend, tu sais, des fois on déborde. On peut parler d'objets poétiques. Et on peut parler d'objets poétiques, c'est-à-dire la réinterprétation du réel. Moi, je vois comme ça, très simplement. Donc, la musique fait partie d'une façon de réinterpréter la réalité, c'est-à-dire de nous faire vivre des émotions ou ressentir des choses qui sont à partir d'éléments factuels que sont des notes mises ensemble, et ben on arrive à être ému. C'est quand même très particulier. Donc il y a dans la poésie, dans la musique, ce sont des objets qui peuvent créer de la poésie, qui peuvent vous amener nous à revoir le monde autrement. Donc en ça, c'est intéressant. Après que ça fasse du bien, c'est-à-dire que ça touche physiquement. L'émotion et le plaisir, sont des sensations physiques, c'est pas du tout intellectualisé, la musique. Alors, on peut avoir une approche intellectualisée, parce qu'on peut l'analyser. Moi, je travaille dans le monde de la musique depuis très longtemps, donc je peux analyser des choses. Je peux me reculer de l'émotion première et en avoir une analyse, mais c'est pas l'objet, c'est pas le but. C'est pas le but, c'est comme la poésie. C'est-à-dire, on la reçoit, après, on peut regarder, est-ce que ça rime, est-ce qu'il y a le nombre de pieds, enfin, voilà. Voilà, en gros, si tu veux, il n'y a pas de... Voilà. En tout cas, moi, je peux pas en dire beaucoup plus que ça. Peut-être qu'il y en a il y a des gens qui théoriseront un peu plus là-dessus, sur la recherche sonore. Il y a des choses intéressantes autour de ça. Déstructurer les sons, déstructurer les choses. Là, mes choix musicaux sont, encore une fois, là, en regard et de l'actualité et de ce qui me touche moi. Voilà, le dernier album de Brittany Howard, ça a été l'un des trois albums qui a tourné en boucle chez moi ces derniers mois. Voilà. Qui t'accompagne. Oui, voilà. Comme ça, des moments, il y a des albums, je les écoutais pendant 6 mois en boucle. Après, bon, on passe à autre chose. Mais... Je vous propose qu'on écoute le Revif, qui fait partie de l'affolement des courbes, mais en arrangé. Oui. Pareil, travail sonore avec mon ami Marc Bernard. C'est ce vent, comme une mascarade de chansons, à voler de sable, à rougir les yeux. Un vent sans précision de cible, un vent de bruit, un vent insane, de morts aux frontières, un vent de mauvaise haleine. Sous les bourrasques, hurlent de moi des estafilades à la raison du plus fort, au saignement sur mes fissures. Sait-on se reconstruire en bande, sauvage? Sait-on se comprendre vraiment, hors les propagandes, les boniments traîtres à notre ensemble? Notre ensemble. Un chamarré de différence et d'union de miséricorde, comme de chair. C'est cet étonnement d'être loin, au-delà des finitudes d'horizon, hors des limites de soi, et l'instant de franchissement du réel. C'est cet événement de résister au vent, quand ça gueule. Passé le col des certitudes, l'éternité devient instable, une idée vague d'enfermement. La consistance des transformations rend de la beauté au geste. Dans le remuage, la voix, ma voix, parle de nouveau, comme coule le ruisseau de montagne où s'abreuvent les estives, dévale les pentes au-dessus des pierres, saute les obstacles de relief.
Porte cette voix dans les vallées, contre les falaises qui résonnent. Tapage la parole dans les canyons, sur les crêtes. Parle, parle, parle. Couvre les oracles nauséeux. La vie, cette vie, est un trait de Diaclase pour défoncer l'idée de Dieu. Toi, tu fais l'oiseau affranchi. Toi, tu t'envoles le regard vers la flamme. Tu t'envoles, tu t'envoles. Tu sais les risques. Tu connais l'enflamme. La combustion existentielle des entrailles. La tragédie, c'est de ne pas voler, surtout la nuit. C'est tragique de ne pas voler. Quand l'affection s'abîme, alors tu voles, tu voles. Tu pioches des éclats accrochés sur le noir, les restes d'empathie qui brillent encore, tenaces, brûlants. C'est ça exactement. C'est la résistance. La résistance. Au jour qui se lève, sur les draps en fouillis, le vent s'embrouille dans les landes mortes. Quand au ventre, étiré de brume, se substitue l'éveil, revenu d'une odée de neuroleptique. Au fatalisme des disparitions s'oppose la réalité magnifiée, sous le ciel, sous le ciel, sous le ciel qui n'appartient à personne. 1000 façons de regarder les évasions de soi. Que ce partage nous rassure. Que la vérité spatiale nous efface. Que la vérité nous efface. Et toujours dans la poésie, c'est jeudi, accompagné par Marc Tison, c'est Isabelle Fouillet qui nous invite aujourd'hui. Vous êtes sur Radio Fil de l'eau et sur Radio Coteau. Alors, moi, je vais avoir, j'ai beaucoup aimé là ce texte-là, ces textes que tu nous proposes aujourd'hui en avant-première, le texte que tu retravailles musicalement. Je vais avoir une question peut-être à tous les deux, parce que Isa aussi, tu enregistres des textes et tu les mets en musique avec Iker. Je vais avoir une question très capitaliste. Est-ce la poésie, ça se vend? Vous écrivez des livres, tu nous parles de faire un disque? Là où l'autre, peu importe, allez-y. Best-seller, t'en vends 150, t'as fait un best-seller. Hein. Voilà, non, c'est pas... Ça se diffuse en tout cas. Oui. Ça se diffuse bien, vraiment. Il y a une vraie vie de poésie en France. Hein, Isa, tu seras d'accord avec nous. Oui, complètement. C'est vrai que les dernières informations que j'avais sur le sujet, c'est que la poésie représentait 5% de ventes sur l'ensemble des ouvrages que l'on peut trouver en librairie ou commander par ailleurs. En revanche, beaucoup, effectivement, de plus en plus de la poésie est de plus en plus présente sur les scènes, dans les lieux. Je crois que même dans le Gers, regarde, Kevin. Carrément. Non, mais je suis quand même convaincu. Hein, d'autant que la poésie est faite aussi pour sortir des livres. Elle est faite pour être dite. Parle, tu vois, c'est vraiment il y a vraiment cette notion, enfin, pour moi, Marc va rebondir parce que c'est lui l'invité du jour, mais il y a vraiment dans la poésie cette dimension d'oralité. Je me souviens quand on a reçu Jean d'Amérique, donc en Haïti, l'oralité, c'est vraiment une tradition, c'est omniprésent dans leur vie, et la poésie, ça relève vraiment de cela. Marc? Oui, c'est vrai qu'elle revient, elle est présente dans l'espace commun, je ne vais pas dire l'espace public, mais l'espace commun. L'espace commun, oui. Voilà, et qu'elle s'y matérialise de plus en plus. Et il y a un autre vecteur que je trouve vraiment intéressant en France, c'est le nombre de revues. Il y a des revues. Voilà, énormément de revues, alors qui sont en général lues par des gens initiés, peut-être, mais pas que. Et ce qui permet aussi à la poésie de vivre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont publiés en revue, alors qu'ils vont écrire 3 textes par an, mais ils vont envoyer ça à des revues. Il y a des revues qui vraiment
édite des textes d'auteurs débutants, et ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des revues comme Traction Brabant, qui est la revue faite par la même personne qui a les éditions Citron Gare, qui est une revue normalement qui sort tous les 2 mois, quand il essaye de tenir à peu près les délais, et qui tient depuis une vingtaine d'années presque, avec constamment des nouveaux poètes et constamment des gens qui s'y abonnent, etc. Il y a eux, mais il y en a plein. Hein. Il y a Ati Garcia dans le Lot qui fait une revue extrêmement intéressante. Et à Toulouse, il y a Vol, là maintenant, la revue Vol, parce que c'est vrai qu'on manquait de revues à Toulouse, qui pareil, qui fait en plus un très bel objet, très très bel objet, qui fait vraiment une recherche intéressante d'auteurs locaux. Même si elle se vend peu, elle se diffuse beaucoup. C'est-à-dire qu'elle est présente. Là, elle est réellement présente. Alors, comment elle se diffuse, justement, les revues? Sous le manteau? On va voir avec eux. Il y a un petit peu ça. Ouais, il y a un petit peu de ça. Alors, elle se... comme ça, très rapidement, mais elle se diffuse énormément par abonnement pour celles qui sont un peu installées, qui ont creusé leur trou, comme on dit, ou plutôt qui ont monté leur maison. On va parler de façon positive. Voilà, et donc, et au fur et à mesure, de bouche à oreille, et les poètes émergents, les nouvelles générations, ils cherchent des revues, donc ils envoient leurs textes, ils les trouvent, ils les voient, donc ils s'y abonnent, ils s'y intéressent. Donc c'est voilà. Après, à Toulouse, il y a quelques librairies qui ont des rayons de poésie avec un peu de revue. Il y a à Ombre Blanche. Ombre Blanche, oui, j'y pensais, oui. Dissonance, etc. Et il y a le partenaire de Vol, la librairie qui est... Vous avez fait des lectures d'ailleurs, me semble-t-il, c'est ça, hein? Annulé. Ouais, il y avait une lecture, mais la dernière à Terranova qui a un fond de revue assez intéressant. Et j'espère qu'à la rentrée, on pourra faire les lectures collectives de Vol qui étaient prévues. Ensuite, quand on va au Café Plume à Lautrec, il y a un peu de choses comme ça. Il y a ça se diffuse comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment un terreau extrêmement riche et où il y a beaucoup de poètes, même édités chez des éditeurs, qui ont toujours des textes dans les revues. Moi, j'ai toujours aussi des textes dans les revues parce que ce sont des textes qui sont qui leur appartiennent. Donc, ça ne ramène pas pour répondre à ta question très matérielle. Et l'un et l'autre, qui aujourd'hui écrit de la poésie? C'est-à-dire qui est-ce qu'il faut qui est-ce qu'on retrouve dans ces revues? Est-ce qu'on retrouve des ouvriers qui se lancent dans la poésie? Est-ce qu'on retrouve des poètes qui ont déjà écrit des livres? Est-ce que un peu les deux? Voilà, ce que je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est que c'est très riche, c'est très varié. Il peut y avoir des jeunes poétesses ou poètes de 18 ans, des gens au RSA, des gens qui sont profs. Voilà, il y a vraiment un brassage. Alors, il y a quand même en France, on va dire, 2 grands mondes de la poésie. Il y a la poésie avec un grand P, on va dire, qui est très parisienne, qui est très lettrée. Et il y a toute la poésie, je veux dire, des gens, du peuple. Underground. Qui est la plus intéressante peut-être, non? Je sais pas. C'est la plus vivante, c'est celle qui invente les formes, même si la poésie avec un grand P dit qu'elle invente les formes. Alors, elles ne s'opposent pas vraiment, elles n'ont pas à s'opposer, mais la porosité est un peu difficile encore aujourd'hui. Voilà. Ce qui est bien dommage. Oui, Kevin. Ouais, non mais je te pique ton émission. Non, j'en profite en fait pour encore une question à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez avec les abribus en fait? Parce qu'entre Marquisan et abribus pour l'Exode. Absolument, tu as raison d'en parler. Abribus de campagne. J'y pensais, je vais commencer du coup, parce qu'après Marc il va rebondir, parce qu'effectivement j'ai donc écrit ce texte Abribus,
qui est devenu Abribus de campagne, puisque c'était sur la musique campagne d'Iker. Mais j'ai écrit ce texte Abribus et quelques temps plus tard, je vois en parution le titre du livre, de l'ouvrage de Marc, Abribus pour l'Exode. Et je me suis dit, mais c'est dingue ça. Alors voilà, Marc, c'est quoi cette histoire d'Abribus? On va dire comme ça, c'est une image. C'est une image qui se réfère au réel, et au réel que beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui fréquentent les abribus, que ça soit en ville ou à la campagne. Ouais. Voilà. Il y a quelque chose d'intéressant, effectivement, dans les abribus, parce que tout le monde peut se retrouver dans un abribus. Même à la campagne, il y a des petits abribus pour les enfants qui vont à l'école. Voilà. Ah, mais c'est souvent un point de rendez-vous pour la jeunesse aussi. C'est plutôt amusant. Et un point de rendez-vous pour la jeunesse, ouais, tout à fait. On pourrait leur laisser des revues, Vol, etc., pour découvrir la poésie. C'est vrai que j'en avais parlé avec Vol pour avoir des revues dans le Gers. Je pensais à la librairie Tartinerie de Saran, par exemple. Il y a la librairie Effet de Page, parce qu'on a quelques chouettes librairies dans le Gers. La librairie Buissonnière, la Méridienne à Florence. Voilà, il y a une nouvelle librairie aussi qui s'est ouverte à Saint-Martin. Oui, la librairie Buissonnière, ouais. Voilà, c'est une ça. Semaine avant le confinement. Voilà. J'ai pas entendu, pardon. Qui s'est ouverte une semaine avant le confinement, qui a bien galéré du coup à repartir. Ouais, tout à fait. Alors, on va bientôt se quitter. Cependant, Marc, je voudrais te demander, voilà, on est sorti du confinement. Espérons-le. Est-ce que tu vas pouvoir reprendre des scènes? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent parce que tu as eu des événements annulés? Est-ce que tout ça, c'est en train de se remettre en place? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, le poète? Le poète lecteur en public. Alors, il y a déjà normalement une première soirée qui devrait se passer le 4 juillet à Pennes, dans le Tarn, à côté de Saint-Antonin. Ouais, magnifique Pennes. Voilà, organisé. Alors, ça devrait se passer en plein air. Donc, j'ai eu le coup de téléphone hier parce qu'il y avait une lecture qui était prévue au mois de mai qui avait été annulée. Et voilà, il y a des choses comme ça qui devraient se passer. J'espère que je verrai passer l'info et je viendrai te voir à peine alors. De toute façon, on passera l'information. Et donc, c'est une soirée collective où il y aura aussi un peu de musique, je sais pas. C'est en train de... Donc, les choses sont en train de se rendre de nouveau possibles. Et j'espère bien qu'en septembre et octobre, je pourrai aller faire mes lectures qui étaient prévues à Paris, à Lille, à Luxembourg. J'allais dire dans le Nord aussi. Hein. Et aussi celle dans le Sud, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient prévues et qui étaient en cours de bouclage. Mais bon, voilà, les choses se feront. Voilà. On termine avec un de tes textes avant de se quitter. Est-ce que tu veux nous lire un texte? On peut après aussi, avant de se quitter, qu'on écoute la dilection. On pourrait. Alors, on peut écouter la dilection. Moi, si j'aime beaucoup. Sinon, je peux vous lire aussi un texte, un nouveau. Allez, on écoute la dilection. Oui. C'est une injustice fondamentale, comme la déforestation amazonienne. La disparition aveugle des espèces, le brûlis barbare des terres. C'est une injustice de douleur comme la famine au Soudan, les arrangements de la finance, les grillages aux frontières. Les champs d'accueil s'accrochent aux barbelés dans un chaos d'aphonie, effacement mémoriel des dilections, des cendres des bûchers populistes, des instants égarés d'hommes disparus. On l'a vu danser à l'aube sur les gravats d'Alep, autour des tombes de Srebrenica, sculptées à main nue la brume sale du ciel. Elle appelle les corps disloqués, les vivants endoloris, la danseuse fait du vent du ciel. Elle enfante des recognitions par milliers,
La geste désigne l'univers qui chavire, les cris des bouches encore ouvertes, les peaux blessées qu'on ne touche plus. Elle enfante, sans que s'imagine l'idée absurde du pardon. Et vous êtes toujours dans La Poésie c'est jeudi. C'est bientôt terminé, La Poésie c'est jeudi. Je ne sais pas depuis combien de temps nous y sommes. 1h10. On est bien, on est dans les temps encore. On a encore, ouais, c'est ça. Tu voulais dire quelque Parce chose, que Marc? j'ai un texte, je me souviens que quand on avait fait notre première rencontre il y a une quinzaine de jours, quelque chose comme notre ça, voilà. rencontre test, oui. Voilà, nous avions parlé avec Alice de tourner autour du pot. Ah, c'est vrai que tu avais ce. Ça y est, on va entendre. Je lui ai dit, c'est super. sur lequel je travaille. Et il est quasi fini. Donc, je m'étais dit, si ça vous dit, je peux vous lire le texte qui n'est pas très très long. Très volontiers. Voilà, pour finir sur une autre touche. Voilà. Nous passons des heures à tourner autour du pot, des heures à nous regarder, à nous parler, sans savoir ce qu'il y a dans le pot, ni à quoi il ressemble. On sait qu'il y a un pot autour duquel on tourne, on ne le dira pas. On ne devine pas sa contenance, on ne connaît pas sa matière, on ignore son contenu. Nous tournons autour en faisant mine d'indifférence à tout ce qui définit ce pot. Est-il plein? Est-il vide? Est-il gros? Est-il petit? Parfois, nous prétendons oublier nous-mêmes qu'il y a un pot autour duquel on tourne. Alors, côte à côte, nous parlons tous ensemble, comme de vieux amis qui s'ennuieraient un peu. Nous bavardons de tout, de rien, du temps, du vent. Bien que, à demi-mot, demi-regard, demi-langue, demi-soi, un rien ramène à ce qui n'est pas évoqué, le pot autour duquel nous faisons procession bordélique en rond ou presque, avec maladresse. Nous passons de nouveau des heures à lui tourner autour, sans le pointer du doigt, en détournant à l'inverse les regards, sans dire que l'on détourne à l'inverse les regards, sans dire qu'on ne le pointe pas du doigt. En tournant autour du pot, nous procédons ainsi parce que nous préférons garder le désir intact. Voilà, c'était le petit clin d'œil à Alice. Le petit clin d'œil à Alice, je lui en ferai part et je lui enverrai le lien de l'émission. On va donc se quitter à regret parce que j'aurais pu passer encore beaucoup de temps avec Marc Tison, sans doute vous aussi, Kevin. Donc tu as fait connaissance aussi et avec moi, avec Marc. vous, un plaisir. Je peux rester avec vous encore un peu plus longtemps. J'aurais pu rester aussi. Tout à fait. Et c'est vraiment un grand plaisir que de t'avoir invité une nouvelle fois. J'ai eu l'impression qu'on était vraiment dans une émission très différente de la première, où des choses très différentes se sont dites. Et donc, je rappelle que Marc Tison vient de sortir un recueil qui se nomme L'affolement des courbes. Donc, c'est aux éditions La Chienne édite dans la collection Nonos. Ça se commande tout simplement sur. Oui, ou sinon j'ai un blog à mon nom. Hein. Ah voilà. Donc Marc Tison, blog Marc Tison. Vous avez tout ce qu'il faut pour commander tout ce qu'il faut. Ah ben voilà, vous pourrez commander. Donc il y a des nuits au mixeur quand on avait fait l'émission il y a plus d'un an. C'était effectivement avec ces nuits au mixeur que j'avais beaucoup aimé. Avec un super graphisme aussi. Là, j'ai remarqué que le graphisme de l'affolement des courbes est différent des nuits au mixeur, mais j'imagine que c'est volontaire. Il me semble beaucoup plus de texte aussi. Non, ça paraît pareil. À peu près pareil. Pourtant, il est plus gros. Hein. C'est écrit plus gros. L'affolement des courbes. Plus gros, plus dense. Merci beaucoup, Marc Tison. Merci à vous. Ouais. À très bientôt. On se tiendra au courant de tes futures prestations sur scène. J'aimerais beaucoup revenir te voir. Merci. Merci, Kevin. Et merci à toi, Isa Fouillé, de nous avoir invités à diffuser cette émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et à vous également. Et n'oubliez pas, la poésie, c'est tous les jours. La poésie, c'est jeudi. La poésie, c'est jeudi.
La poésie, c'est jeudi. La poésie. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie. Rêver de train, manger du vin, raviner ma viande au ralenti. À la fraîcheur des friches, à la périphérie. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Ma gueule a les mêmes rigoles, mon corps a les mêmes galeries, mal étayé, mal éclairé, mal équarri. Faut que je me range, faut que je me plie, que je suive des conseils, que je prenne des avis, que je fasse comme si, mais pas de suite, que je fasse comme si, mais pas de suite. La poésie, c'est jeudi. La poésie. Plus je creuse la question, plus je fraye avec la fuite. Mes pères ne m'ont rien appris, mais il n'est que 8h30. Le jeudi, souvent, je dévie. Je vais en ville, vider ma vie.